Tout a commencé un mardi soir, juste après le dîner, dans le salon. Notre petit coin de tranquillité s'est transformé en zone de guerre. Léa se tenait devant la télé, les bras croisés, avec ce regard qu'elle réservait d'habitude aux disputes qu'elle pensait déjà avoir gagnées. « Je veux voir d'autres personnes », a-t-elle lâché de façon monocorde. J'étais en train de plier le linge sur le canapé. Au début, j'ai juste ri. Je pensais que c'était encore une de ces expériences sociales bizarres. Mais elle ne riait pas avec moi. « Tu es sérieuse ?» j'ai demandé. « J'y réfléchis depuis un moment », a-t-elle répondu d'une voix lente, presque répétée. « J'ai besoin de me sentir vivante à nouveau, de vivre une vraie passion. Mais je veux toujours rentrer à la maison auprès de toi. » J'ai lâché ma serviette. « Alors, laisse-moi bien comprendre. Tu veux une relation libre, mais où tu es la seule à ouvrir les portes. » Elle a eu ce petit haussement d'épaule suffisant, comme si elle se montrait généreuse. « Tu as toujours été quelqu'un de stable, de rassurant. C'est ce dont j'ai besoin. Mais l'amour ? Je veux me sentir désiré à nouveau, convoité. Je mérite ça. » Je l'ai fixé longuement. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé une voix calme. « Eh bien, c'est bien pratique. » Elle a haussé un sourcil, serrant ses bras encore plus fort. « Qu'est-ce que tu entends par là ? » Ça veut dire, ai-je dit en me levant lentement, que tu devrais savoir que j'ai déjà une petite amie. C'est là que ça l'a frappé. Son sourire ne s'est pas juste effacé, il s'est brisé. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflé. « Quoi ? Tu as dit que tu voulais de la liberté, ai-je ajouté. J'ai juste eu un peu d'avance sur toi, j'imagine. Tu mens. Je n'ai pas scié. Elle s'appelle Manon. Elle travaille à la salle de sport. On discute depuis des mois. Tu sais, ces soirées où je restais tard au bureau ? Ce n'était pas toujours pour le travail. Léa a reculé comme si on lui avait coupé le souffle. Et puis, ah non, a-t-elle hurlé, la voix craquant dans la pièce. C'est seulement pour moi. La tension a claqué comme un câble électrique. Tu penses pouvoir me servir une infidélité avec le sourire sans attendre que les mêmes règles s'appliquent. Tu voulais un ticket de sortie, Léa, pas une laisse. J'ai tout sacrifié pour toi, a-t-elle crié en pointant le doigt vers moi de façon désordonnée. Tu crois que j'ai envie de rester avec une traînée de salle de sport ? J'essaie de m'épanouir en tant que femme. Et moi, j'en ai fini de m'écraser en tant qu'homme, ai-je répliqué. La pièce tremblait à chaque mot, les voix ricochant sur le carrelage de la cuisine comme des coups de feu. Ses yeux étaient vitreux maintenant, remplis d'incrédulité, de fureur et de panique. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu me trahir comme ça. Non, ai-je dit, les dents serrées. Tu nous as trahis au moment où tu as dit que tu voulais plus tout en me gardant en réserve. Elle a traversé le salon en trombe, renversant une lampe. Cette maison m'appartient. Je n'ai pas bougé. Alors c'est peut-être toi qui expliqueras à ta mère pourquoi sa fille vient de briser son propre mariage pour une histoire de passion. Elle s'est arrêtée devant la porte, bouillonnante. Tu vas le regretter, a-t-elle craché. C'est déjà fait, ai-je répondu doucement, depuis le moment où tu as ouvert la bouche ce soir. La porte a claqué derrière elle comme un verdict final. Après ça, le silence s'est installé profondément dans la pièce. J'ai relevé la lampe, ramassé les vêtements et j'ai recommencé à plier le linge. Mes mains étaient fermes, ma poitrine brûlait encore. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas moi qui étais perdu. Je m'appelle Julien, j'ai 39 ans, je suis responsable logistique pour une société de transport, j'ai un pavillon en banlieue lyonnaise, 2 chiens, une Peugeot 3008 payée, et une femme qui pensait pouvoir réécrire les règles tout en restant en tête au score. Elle voulait de l'ouverture ? Eh bien, maintenant les portes sont grandes ouvertes, et pas seulement les siennes. Le lendemain soir, juste avant le coucher du soleil, Léa est descendue dans le couloir comme si elle était sur un tapis rouge. Robe en soie, cheveux relevés, talons claquant doucement sur le parquet. Son parfum flottait comme de la fumée, doux et suffisant. Elle ne m'a pas regardé tout de suite, elle s'est juste laissée admirer. J'étais assis sur la coudoir du canapé, sirotant un café noir dans un mug blanc ébréché, l'observant en silence. Il n'y avait aucune émotion dans mes yeux, pas de sourire, même pas de curiosité, juste un calcul froid. Léa s'est finalement tournée vers moi avec un sourire poli.
Alors, a-t-elle demandé en lissant le côté de sa robe. C'est trop pour un premier rendez-vous? J'ai pris une gorgée lente, posé le mug et je me suis levé. Ça a l'air cher. Elle a penché la tête. Je pensais que tu serais un peu plus mature à ce sujet, au moins poli. On m'a arraché ma politesse à coups de pied, ai-je dit. Elle a balayé l'air d'un rire. Détends-toi, Julien. Tu as marqué ton point hier soir. C'est juste moi qui reprends un peu de bon temps. Bien, ai-je dit en passant devant elle vers la porte. Amuse-toi bien. J'y compte bien, a-t-elle crié derrière moi. Ne m'attends pas. Je n'ai pas répondu. Elle est partie avec un dernier élan de confiance, les hanches oscillantes comme si elle pensait jouer dans un film. La porte s'est refermée doucement derrière elle. J'ai attendu 5 secondes complètes, puis j'ai verrouillé le pen dormant de l'intérieur et je me suis mis au travail. D'abord, j'ai changé la serrure de la porte d'entrée. J'avais acheté le nouveau kit tôt le matin même chez Castorama. Une installation simple, un travail de précision, le genre de tâche tranquille qui rappelle à un homme qu'il contrôle toujours son foyer, peu importe le bruit que fait quelqu'un d'autre. Clic, vis, rotation. Puis est venu le tour du Porsche. J'ai dévissé l'ampoule de la lumière extérieure et je l'ai jetée dans la poubelle sous l'évier. L'obscurité est tombée sur le pas de la porte. À l'intérieur, j'ai éteint les lumières du couloir et je me suis tenu près de la fenêtre, observant la rue derrière le rideau. Pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais prêt. Vous voyez, quand quelqu'un annonce qu'il brise les règles, il s'attend au chaos, au drame, aux supplications, à la culpabilité. Mais ce qu'ils n'attendent jamais, c'est le silence, un calme calculé. C'est ce qui les déstabilise le plus. De retour dans le salon, je me suis assis sur le canapé et j'ai laissé le calme s'installer. Notre maison, ma maison maintenant, ressemblait à un coffre-fort scellé. Chaque recoin m'était familier et paisible, et pourtant, sous ce calme, vibrait une tension que je n'avais jamais connue auparavant. Pas de la peur, pas du chagrin, mais de la stratégie. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert l'application de notre banque, le Crédit Agricole. J'ai regardé les chiffres défiler sur l'écran comme un battement de cœur patient. Tout était intact pour l'instant. J'ai ouvert un deuxième onglet et j'ai tapé discrètement. Nouveau compte, nouveau mot de passe, nouvelles règles. Parce que si elle voulait voir à quoi ressemblait la liberté, j'allais lui offrir une place au premier rang. Pas en discutant, mais en retirant le paillasson de bienvenue. À 21h30, j'avais balayé le perron, passé l'aspirateur dans le couloir et allumé une seule bougie dans la cuisine. Pas parce que j'avais besoin d'un rituel, mais parce que cette maison n'était plus un champ de bataille. C'était un échiquier, et je venais de jouer mon coup. Il était exactement minuit 8 quand j'ai entendu le premier coup. Pas un frappement poli, un coup violent. Des articulations, peut-être une chaussure, quelque chose de solide et de frénétique. Puis est venue la voix. Julien, ouvre la porte. Qu'est-ce que? Pourquoi la lumière est éteinte? Je suis resté assis, les jambes croisées, la lueur de mon écran étant la seule lumière dans la pièce. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai écouté. Boum. 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 Plus fort maintenant. Julien, tu fais vraiment ça maintenant? Tu te fous de moi. Je me suis levé lentement, j'ai marché jusqu'à la fenêtre avant et j'ai doucement écarté le rideau. Elle était là, Léa, baignée par la lune et son égo, les bras serrés contre le froid de la nuit, le maquillage légèrement étalé, de pleurs ou de fatigue, je ne saurais le dire. Ses talons claquaient d'avant en arrière sur le porche comme une tempête arpentant sa propre fureur. J'ai tapoté doucement sur la vitre. Elle s'est retournée, sursautant. Puis son visage s'est tordu d'incrédulité. Tu es sérieux là? Ouvre la porte. J'ai déverrouillé le loquet de la fenêtre et je l'ai entr'ouverte juste assez pour que ma voix passe. Tu voulais la liberté, ai-je dit calmement. Voilà à quoi ça ressemble. Sa bouche s'est ouverte de stupeur. Elle a littéralement chancelé d'un pas en arrière comme si mes mots l'avaient bousculé. La liberté, ça ne veut pas dire m'enfermer dehors de ma propre maison, Julien. Non, ai-je dit en croisant les bras contre l'air froid qui s'engouffrait. Ça veut dire que tu pars en sachant que ce ne sera peut-être plus là à ton retour. Elle a pointé violemment le doigt vers la porte. C'est aussi chez moi. C'était, ai-je répondu. Tu as redéfini les termes hier.
Les mains de Léa se sont serrées en poing. J'ai eu un rendez-vous, un seul, et tu agis comme si j'avais brûlé la maison. J'ai haussé un sourcil. Tu ne l'as pas brûlé. Tu m'as donné les allumettes et tu m'as défié de l'allumer. Elle s'est approchée tout près de la fenêtre, la voix tremblante désormais. C'est de la folie. J'essayais juste d'être honnête. Je suis revenu parce que je pensais que tu voudrais discuter. Je ne pensais pas que tu... Tu ne pensais pas que je quoi, ai-je demandé en m'approchant légèrement. Que je te prendrais au mot. Elle s'est mordu la lèvre fort, du mascara coulant sur sa joue comme un masque fissuré. Tu as changé les serrures? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la clé dans sa main, l'ancienne, puis je l'ai regardée elle. Je n'arrive pas à te croire, a-t-elle chuchoté. Oh, moi je te crois, ai-je répliqué. Je crois chaque mot que tu as dit, sur ton besoin de plus, ton envie d'un nouvel amour, d'explorer la passion. Tout était parfaitement clair. Elle s'est entourée de ses bras, la voix plus petite maintenant. Je te testais. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai gardé un ton égal. C'est ton erreur. Elle a cligné des yeux. Quoi? On ne teste pas les fondations pour ensuite s'étonner que le toit s'effondre. Il y eut un long silence. Puis vint la vraie voix, celle sous la fierté, celle qui se brisait. Julien, laisse-moi entrer, s'il te plaît. J'ai regardé son visage, secoué, pâle, réalisant peut-être enfin que le sol n'était pas aussi stable qu'elle le pensait. Mais ma voix n'a pas tremblé quand j'ai répondu. Va loger chez ton nouvel intérêt. N'est-ce pas là tout l'intérêt? Elle a secoué la tête, les lèvres frémissantes. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, ai-je demandé, plus bas. Sa voix s'est brisée. C'était moi qui me demandais si tu me voulais encore. Je voulais avoir l'impression de compter encore. J'ai fermé la fenêtre lentement. Sans la claquer, juste en la fermant. Et au moment où le joint s'est pressé hermétiquement, le caractère définitif de la situation a fait de même. Je suis resté là, derrière la vitre, et j'ai regardé les épaules de Léa s'affaisser, ses bras se serrant encore plus fort contre elle. Son souffle sortait en nuages de vapeur. Elle regardait autour d'elle, perdue, gelée, désarmée. La lumière du porche, toujours éteinte, la laissait dans l'ombre. Finalement, elle s'est assise sur la marche, a sorti son téléphone de son sac, a tapé, a attendu. Aucune voiture n'est venue. Elle a réessayé. Toujours rien. Et à travers ce silence, j'ai éteint la lumière du couloir, laissant la maison retourner à l'ombre, exactement comme elle le voulait. La liberté. Ce n'est pas toujours le frisson de la nouveauté. Parfois, c'est juste le son de votre propre voix qui vous revient en écho quand personne n'ouvre la porte. Le lendemain matin, le monde semblait propre et serein. Ciel bleu, lumière chaude filtrant à travers les stores, comme si la nuit n'avait jamais eu lieu. Comme si personne n'avait hurlé sur un perron ou pleuré dans le noir. Je me suis habillé en silence. Blazer sombre. Chemise claire. Chaussures cirées. Le genre d'allure soignée qui dit « Je ne suis pas ébranlé ». En allant au travail, j'ai fait un arrêt. Le hall de la banque était calme. Sol en marbre blanc. Fausse plante. Jazz léger diffusé par le plafond. Je me suis assis en face d'un jeune conseiller nommé Théo. Poli, efficace, environ 26 ans. Il n'a pas posé de questions quand je lui ai tendu ma pièce d'identité en souriant comme si je passais une commande banale. Je dois bloquer le compte joint, ai-je dit. Tout a été transféré sur mon compte personnel. Elle ne réside plus à cette adresse. Théo a tapé quelques touches. Vous avez accès à la banque en ligne? Vous auriez pu faire ça de chez vous. J'ai souri faiblement. Oh, je sais. Mais c'était plus satisfaisant de le faire ici. Clic. Terminé. Juste comme ça, le robinet a été coupé. Je suis sorti de la banque les mains dans les poches, le soleil sur le visage. Pas de drame. Pas de menace. Juste le contrôle revenu à sa place légitime. À 10 heures, j'étais au bureau. Même café. Même routine. Toujours le même Julien. Cela a duré jusqu'à 11h47 précisément. Où est-il? La voix de Léa a fracassé le calme du couloir comme un verre qui tombe.
Les téléphones se sont tus. Les claviers se sont figés. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée. Elle est entrée en marchant d'un pas rageur, lunettes de soleil oversize sur le nez, brandissant son téléphone comme une arme. Julien. J'étais déjà debout près de la salle de pause, mon mug à la main. Calme comme jamais. Je suis sorti au moment où elle passait devant la réception. Elle m'a vu et s'est arrêtée. Elle a arraché ses lunettes. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle hurlé en agitant son téléphone. « Je n'ai plus accès à notre argent. » Quelques collègues jetaient des coups d'œil depuis leur bureau. Un stagiaire s'est même penché en arrière sur sa chaise pour ne rien rater. J'ai pris une gorgée de café. « Tu veux dire mon argent ?» Sa bouche est restée bée. « C'est un compte joint. » C'était, ai-je dit simplement. Tu as choisi la séparation. J'ai simplement suivi la logique. Tu ne peux pas juste me couper les vivres, Julien. J'ai gardé un ton bas. Léa, nous sommes sur mon lieu de travail. Elle s'est approchée, la voix montant encore d'un cran. Tu crois que tu vas m'humilier comme ça? Bloquer le compte comme si j'étais une inconnue croisée dans la rue? J'ai souri légèrement. Tu as raison. Une inconnue a plus de droits légaux à ce stade. Il y eut un frisson de silence choqué derrière les parois vitrées. Quelqu'un a toussé maladroitement. Les yeux de Léa brillaient. Sa voix a baissé, mais elle a craqué. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Tu me punis. Non, ai-je dit doucement. Je me protège. Elle a regardé autour d'elle et a réalisé combien de personnes l'observaient. Combien de visages essayaient de ne pas montrer qu'ils écoutaient. Sa poitrine se soulevait par saccades rapides. Waouh, a-t-elle chuchoté. Tu veux vraiment que les gens me voient comme une folle? Non, ai-je répondu. Je voulais qu'ils voient que j'en avais fini. Sa lèvre inférieure a tremblé une fraction de seconde. Elle a tourné les talons et est sortie précipitamment, ses talons martelant le carrelage. J'ai regardé la porte se refermer. Un instant plus tard, mon collègue Jeff est passé avec les sourcils levés. Tout va bien? J'ai souri faiblement. Juste un désaccord budgétaire. De retour à mon bureau, j'ai sorti mon carnet, passé les pages de planning d'expédition et de délai, et j'ai griffonné une seule ligne dans la marge. Elle fait du bruit. Mais je suis inébranlable. Ça a commencé doucement, comme une fuite derrière une cloison. Quelques postes critiques. Un commentaire ici et là. Puis le barrage a cédé. Jeudi matin, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu la première identification. Quand votre mari fait semblant d'être calme, mais qu'il est en réalité un maniaque du contrôle manipulateur. Énergie narcissique. Pas de nom. Juste assez de fumée pour laisser les gens imaginer l'incendie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une capture d'écran. À l'heure du déjeuner, ces réseaux sociaux étaient devenus une véritable mise en scène. Un carrousel de demi-vérités et de martyrs. Chaque poste était plus dramatique que le précédent. Il m'a enfermé dehors de ma propre maison. Sans avertissement. Sans discussion. Il a juste claqué la porte et a agi comme si je n'avais jamais existé. Les gens parlent de la violence psychologique comme si elle était toujours bruyante. Parfois, c'est juste le silence utilisé comme une arme. Chaque post récoltait des likes. Des commentaires de soutien de ses amis. Des gens que je connaissais à peine agissaient maintenant comme s'ils avaient vu l'envers du décor de notre mariage. Certains m'ont même envoyé des messages directs. Mec, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que tu vas bien. Elle a l'air de souffrir. Je pensais que vous étiez solide. Je n'ai répondu à personne. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau d'ordinateur. Preuve. Chaque post. Chaque commentaire. Chaque modification. Capture d'écran. Horodatage. Archivé. Pas par méchanceté. Par préparation. Vendredi, elle devenait plus audacieuse. Elle a posté un selfie. Des larmes parfaitement tracées. Les lèvres mordues. En légende, c'est dur de s'exprimer quand on vous fait passer pour le problème. Mais le silence protège les agresseurs, et je ne me tairai plus. Celui-là m'a touché différemment. Parce que ce n'était plus seulement à propos de moi.
C'était une accusation. Pourtant, je n'ai pas réagi. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas commenté. Au lieu de cela, j'ai envoyé les captures d'écran à mon avocat, Maître Moretti. Objet, diffamation de caractère. Examen immédiat nécessaire. En moins d'une heure, j'ai eu une réponse. Collectez tout. Nous agirons bientôt. Elle est en train de creuser sa propre tombe. Ne répondez à aucun poste. J'ai imprimé chaque publication et je les ai étalées sur mon bureau comme les pièces d'un puzzle. En face d'elle, notre photo de mariage. C'était comme deux versions de la réalité qui s'affrontaient du regard. Mon bureau n'était plus seulement un lieu de travail. C'était devenu ma salle de commandement. Calme. Organisé. Froid. J'ai gardé mon emploi du temps libre. J'ai mené mes réunions avec concentration. Mais chaque seconde de libre, je documentais. Je triais. Je préparais. Léa voulait un public. J'étais en train de monter un dossier. Dimanche soir, elle a posté une story avec une citation d'une influenceuse psychologue. Les partenaires les plus cruels sont souvent les plus calmes. Ils vous brisent en douceur pour que personne ne s'en aperçoive. Personne ne s'en aperçoit? Moi, je m'en apercevais. Et le tribunal aussi. La fête avait lieu dans une petite salle louée à la périphérie de la ville. Lumière tamisée. Jazz léger. Plateau de fromage hors de prix. Et ce silence étrange que les gens gardent quand de vieux amis se réunissent dans des circonstances nouvelles et plus compliquées. C'était l'anniversaire de Lucas. Lui et moi avions été colocataires à la fac. Des amis communs venaient de partout. Des comptables, des profs, des agents immobiliers. Et dans le cas de Léa, des sympathisants. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Mais quand elle est arrivée, elle a fait en sorte que tout le monde le sache. Elle portait une robe vert pâle. Le genre qui la faisait paraître naturellement innocente. Elle souriait de toutes ses dents. Embrassait les gens trop longtemps. Riait trop fort. Une performance avec un verre de vin dans une main et de l'apitoiement dans l'autre. J'étais au bar quand ça a commencé, discutant avec Chloé, une ancienne collègue, et sirotant un bourbon tranquillement. Puis j'ai vu les trois s'approcher. Mélanie. Sarah. Roxane. Le cercle de Léa. Des amis qui m'avaient toujours regardé comme si j'étais le chanceux de l'histoire. Elle n'était pas cruelle. Juste profondément loyale envers elle. Julien, a dit Mélanie en offrant un sourire forcé. On espérait pouvoir te dire un mot. J'ai fait un petit signe de tête. Je n'ai pas bougé. Sarah a plongé directement dans le sujet. On a vu ce que Léa traverse. C'est dur, évidemment. Et ce n'est peut-être pas notre place, mais... J'ai pris une gorgée et j'ai fixé les glaçons qui craquaient. Mais elle galère, a ajouté Roxane doucement. Pour le loyer, la nourriture, les choses de base. Vous êtes toujours mariés, techniquement. Tu devrais l'aider. Ça m'a fait rire. Juste un petit rire froid par le nez. Les yeux de Mélanie se sont rétrécis. Qu'est-ce qui est drôle? Je l'ai regardée. Les yeux dans les yeux. Ce n'est plus ma femme. Sarah s'est raidie. Vous l'êtes toujours légalement. Elle a mis fin à notre union émotionnellement la nuit où elle m'a dit qu'elle voulait explorer l'amour ailleurs, ai-je dit calmement. C'était ça, le divorce. La paperasse ne fait que rattraper la réalité. Roxane a jeté un coup d'œil vers la table où Léa riait, entourée de gens qui n'avaient pas entendu toute l'histoire. Elle a fait une erreur, a proposé Mélanie, plus bas maintenant. Tu l'as punie. Non, ai-je dit en me tournant complètement vers elle, mon verre de bourbon à la main. Je refuse simplement de financer sa rébellion. Si vous êtes si inquiète, peut-être pouvez-vous la soutenir vous-même. L'argument a fait mouche. Roxane a détourné le regard. Sarah a dégluti difficilement. Mélanie a croisé les bras. Tu es sans cœur. Et elle a été imprudente, ai-je ajouté. Des actes. Des conséquences. Elle souffre. J'ai hoché la tête lentement. C'est à ça que ressemble la liberté. À ce moment-là, Léa nous a repérés. Elle s'est approchée, mi-curieuse, mi-sûre de son timing.
Tout va bien, a-t-elle demandé gentiment. On parlait juste de générosité, ai-je répondu avec un léger sourire. Il semble que je sois devenu radin. Son visage s'est crispé légèrement. Juste un éclair. Je ne leur ai pas demandé de te parler. Non, ai-je dit. Mais tu espérais probablement qu'elle le fasse. Sa mâchoire s'est serrée. Je n'ai pas besoin de charité. Alors tout ira très bien pour toi, ai-je conclu en levant mon verre. Sarah a marmonné quelque chose et est partie. Les autres ont suivi. Léa s'est attardée. Tu ne ressens vraiment rien face à tout ça? J'ai croisé son regard. Oh, je ressens plein de choses. Mais les sentiments ne paient pas le loyer. Elle m'a fixé, les lèvres entr'ouvertes comme si elle allait argumenter. Mais rien n'est venu. Finalement, elle s'est détournée, retournant vers la chaleur de son cercle protecteur, souriant à nouveau, plus bruyante qu'avant. Et moi? Je suis resté au bar. Un verre frais à la main. La conscience encore plus fraîche. Je n'avais pas parlé à Élodie depuis plus d'1 an. Elle avait toujours été plus l'amie de Léa que la mienne. Discrète lors des soirées. Tranchante quand elle prenait la parole, jamais du genre à s'éterniser. Alors, quand elle s'est approchée de moi ce soir-là, juste après que Léa se soit perdue dans son écho de sympathisants, je m'attendais à une autre pique polie enrobée de soie. Au lieu de cela, elle a posé un bras sur le bar, a haussé un sourcil et a dit « Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait ». Je me suis tourné vers elle. Je ne savais pas que tu comptais les points. Je ne le faisais pas, a-t-elle dit en sirotant ce qui ressemblait à un panaché, mais j'ai surpris la conversation. Tu as de la retenue, Julien. J'admire ça. J'ai fait un signe de tête discret. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens ici. La plupart des gens ici, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil vers la fête, pensent encore que le mélodrame de Léa est une sorte de performance artistique, et ils ont tous trop peur d'admettre qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ça m'a fait marquer une pause. Tu ne parles pas vraiment à voix basse là, ai-je remarqué. Elle a souri légèrement. Tant mieux. Qu'ils entendent. Élodie s'est reculée du bar, la voix montant juste assez pour flotter à travers la pièce. Vous savez ce qui est drôle, a-t-elle dit tout haut, face au groupe. Léa a quitté un mariage qu'elle ne respectait pas, puis elle a fait l'étonner quand Julien a arrêté de la protéger contre elle-même. Les regards se sont tournés. Les fourchettes se sont figées. Même le jazz des enceintes semblait avoir baissé de volume. Sarah l'a fixé. Pardon? J'ai dit ce que j'ai dit. La voix d'Élodie était calme, délibérée. Vous vous êtes tous ralliés autour d'elle comme si on l'avait jetée à la rue. C'est elle qui est partie. Julien ne l'a pas traînée. Il ne l'a pas exposée. Il a juste arrêté d'amortir ses chutes. Léa, à l'autre bout de la pièce, a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je suis honnête, a répliqué Élodie sans se démonter. Tu voulais jouer à des jeux de grande, Léa, mais tu ne voulais pas les conséquences qui vont avec. Léa a fait un pas en avant. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé dans mon mariage. Élodie a croisé les bras. Alors pourquoi as-tu posté tout ça sur Internet pour que tout le monde le voie? Silence. Élodie s'est retournée vers moi, puis a fait un signe vers la porte. Viens prendre l'air. Je n'ai pas répondu. J'ai juste suivi. Dehors, l'air de la nuit était vif et pur. La musique nous parvenait étouffée à travers les vitres. Mes épaules se sont relâchées un peu sans que je m'en rende compte. Nous nous tenions près de la balustrade sous une ampoule suspendue qui vacillait comme si elle hésitait à rester allumée. Je ne m'attendais pas à ça, ai-je fini par dire. Elle m'a regardé. Quoi? Que j'ai du cran? Non, ai-je ri doucement, que tu t'en serves pour me défendre. Élodie a haussé les épaules. Ça fait des mois que je me mords la langue. Léa agit comme si la souffrance lui appartenait, comme si ça lui donnait un blanc-seing moral pour tout faire. Mais toi, elle a marqué une pause, tu es le seul qui a encaissé le coup en restant silencieux. Ce silence a été mal interprété. Oh, je sais, ai-je dit. Mais pas par tout le monde, a-t-elle ajouté. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a ajouté, tu sais, je disais souvent à Léa qu'elle ne méritait pas ta patience, et elle riait. Pas parce qu'elle n'était pas d'accord, mais parce qu'elle savait que c'était vrai.
Je me suis tourné vers elle. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Elle a croisé mon regard. Maintenant, je pense qu'elle avait raison. Elle ne la méritait pas. Ces mots ont pesé entre nous. Pas avec amertume, juste avec vérité. Puis Élodie a souri malicieusement et m'a donné un petit coup de coude. Et aussi, je n'avais jamais vu un gars démonter une tentative de culpabilisation avec autant de politesse. C'était assez impressionnant. J'ai ri doucement. C'est un talent que j'espère ne plus jamais avoir à utiliser. Trop tard, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Tu es officiellement le premier rôle de ce drame. Et ça fait de toi quoi, alors? Elle a haussé les épaules. Le personnage secondaire rebelle que personne n'a vu venir. Nous sommes restés là encore quelques minutes, côte à côte, sans trop parler. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas l'impression d'être en plein combat. J'avais l'impression de pouvoir respirer. Le week-end suivant, Élodie m'a envoyé un SMS de nulle part. Il y a un café près du lac qui fait un latte à la cannelle incroyable. Je sens que tu en as bien besoin. J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû. Puis j'ai répondu par 2 mots. Choisis l'heure. On s'est retrouvés dimanche après-midi. L'endroit était calme, niché derrière un fleuriste et une boutique pour chiens. Elle était déjà assise quand je suis arrivé, sirotant un grand mug bleu et tapotant un sachet de sucre contre la table comme si elle l'avait fait 100 fois. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, a-t-elle dit avec un demi-sourire. Je ne pensais pas que tu m'appréciais vraiment. Elle a ri. Je n'ai pas dit que c'était le cas. J'ai dit que tu avais besoin d'un latte. Je me suis assis en face d'elle. Nous n'avons pas parlé de Léa tout de suite. Au lieu de cela, on a divagué. Des bouquins, nos endroits préférés pour commander à emporter, de la vieille musique qu'on adorait. J'avais l'impression d'entrer dans une pièce que je n'avais pas visitée depuis des années. Rien de romantique. Pas encore. Mais quelque chose de réel. Finalement, la conversation a fini par revenir sur le sujet habituel. Elle ramenait toujours tout à elle, a dit Élodie en remuant sa boisson. Même quand tu faisais quelque chose de gentil, elle le transformait en ce que ça signifiait pour sa réputation à elle. Je me suis calé dans ma chaise. Je pensais parfois que j'imaginais tout ça. Pas du tout, a-t-elle assuré. Tu étais juste trop loyal pour le dire. Il y eut un bref silence. La vérité, a-t-elle continué en me regardant dans les yeux, c'est que je n'ai jamais cru à son histoire. Celle qu'elle raconte partout maintenant. Toi, le mari froid et sans cœur. Ça ne colle pas. J'ai ri doucement. Je suis froid pourtant. Maintenant, en tout cas. Non, a dit Élodie en souriant. Tu as juste fini d'être contrôlé. C'est différent. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Simple, mais pas superficiel. Comme si elle comprenait ce que tout le monde ratait. Après ça, on a commencé à se parler davantage. Des petites choses. Des liens partagés. Quelques appels. Un soir, elle m'a appelé sans prévenir. Sois honnête, a-t-elle demandé, quel a été le pire moment? Je n'ai pas hésité. La nuit où elle a dit qu'elle voulait une relation libre, mais seulement pour elle. Élodie a sifflé doucement. Ça lui ressemble bien. Plein accès mes immunités totales. Et quand j'ai dit que j'avais déjà quelqu'un, ai-je ajouté, elle a pété les plombs. Elle a hurlé. Elle m'a dit que c'était censé n'être qu'elle. Élodie a soupiré. Je suis désolé, Julien. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Tu as dit quelque chose exactement quand ça comptait, ai-je répondu. La ligne est restée silencieuse une seconde. Tu sais, a-t-elle dit lentement, il m'arrivait de me demander ce qui se serait passé si tu n'avais pas rencontré Léa en premier. Ça m'a cloué sur place. Je ne pensais pas que tu me remarquais à l'époque, ai-je dit. Je remarque bien plus de choses que je n'en dis, a-t-elle répliqué. Je ne voulais juste pas être une ombre de plus sous ces projecteurs. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine, fixant la vitre sombre. Et maintenant? Maintenant, je me fiche de savoir qui me voit. Ce silence entre nous n'était pas gênant. Il était plein. Pesant, mais dans le bon sens. Tout n'était pas guéri. Tout n'avait pas besoin de l'être.
Mais quelque chose de nouveau commençait doucement. Ça ne hurlait pas. Ça n'exigeait rien. Ça posait juste une petite question. Et si toutes les fins ne signifiaient pas que vous étiez seul? Les tribunaux ont une odeur particulière, comme du vieux papier, de la cire pour sol et une tension recyclée trop de fois. J'étais assis au premier rang, à côté de Maître Moretti, mon avocat et l'homme le plus calme que je connaisse. Son costume était impeccable, sa mallette mieux rangée que n'importe quel dossier judiciaire. Il m'a fait un signe de tête comme si nous étions sur le point de faire échec et mat dans une partie de échecs qui durait depuis des mois. Puis les portes se sont ouvertes, et Léa est entrée comme si elle montait sur scène. Robe noire moulante. Talons qui résonnaient plus fort que nécessaire. Maquillage parfait, un peu trop sophistiqué pour l'occasion. Elle riait avec son avocat, comme si tout cela n'était qu'un simple ralentisseur sur son chemin vers la gloire. Elle m'a vu, bien sûr. Son sourire s'est aminci, mais n'a pas disparu. C'était sa spécialité, afficher une confiance de façade sur un sol qui s'effondre. Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose qui l'a fait glousser. Quelques-unes de ses amies étaient au fond de la salle. Je ne les ai pas regardées. Élodie est entrée juste après. Elle portait du gris. Sobre. Posée. Pas une once de mélodrame dans sa démarche. Léa s'est tournée vers elle les sourcils haussés. Vraiment? Tu es carrément venue? Élodie n'a pas répondu. Elle s'est assise 2 rangs derrière moi et m'a fait un petit signe de tête quand je me suis retourné. L'huissier a appelé à l'ordre. Le juge Bertrand est entré. Un homme d'une 60aine d'années, sans fioriture. Des yeux qui scrutaient la salle comme des phares dans la nuit. Le tribunal s'est tu instantanément. L'avocat de Léa a ouvert avec un monologue sur la détresse émotionnelle, le traitement injuste qu'elle avait subi, et le silence vindicatif que j'aurais utilisé pour la manipuler après la séparation. C'était dramatique. Coloré. Un script complet de victimisation. Je n'ai pas réagi. Maître Moretti s'est levé ensuite. Monsieur le juge, a-t-il dit en déposant un dossier sur le pupitre. Nous aimerions soumettre ces captures d'écran de réseaux sociaux comme preuve. Chacune a été publiée par Madame Léa Hamilton après son départ du domicile conjugal. Le juge a commencé à les feuilleter. Moretti a continué, imperturbable. Voici la publication où elle traite Monsieur Hamilton de manipulateur affectif. Et ici, où elle suggère qu'il l'a enfermé physiquement sans raison. Et encore une autre, où elle l'accuse de contrôler les finances alors qu'elle était désespérée et isolée. Tout cela a été publié publiquement. Tout cela est faux. Léa a bougé sur son siège. Le juge n'a pas dit un mot, il continuait de lire. Puis Moretti a fait un geste. Nous avons également un témoin. Élodie Langford. La tête de Léa a pivoté vers l'arrière de la salle. C'est une plaisanterie. Mais Élodie était déjà debout. Elle s'est avancée avec une confiance tranquille, a prêté serment et s'est assise bien droite. Mademoiselle Langford, a dit Moretti, pouvez-vous dire au tribunal ce que Madame Hamilton vous a confié concernant ses intentions durant la séparation? Élodie a regardé droit devant elle. Elle m'a dit qu'elle voulait faire mal à Julien. Elle a dit qu'elle espérait que les gens se retourneraient contre lui. Que si elle passait pour la victime, elle pourrait contrôler le récit et peut-être obtenir un soutien financier par culpabilité. L'avocat de Léa a bondi. Objection. Oui dire. Citation directe, Monsieur le juge, a répliqué Moretti. Et nous avons les messages textes pour appuyer ces dires. Soumis en pièce jointe numéro 14. Le juge a levé une main. Rejeté. Continuez. Élodie n'a pas flanché. Elle m'a aussi envoyé des photos d'elle en train de pleurer avant de les poster. Elle m'a demandé de choisir celle qui avait l'air la plus brisée. Ces mots, pas les miens. Des murmures ont parcouru l'assistance derrière nous. Léa s'est levée brusquement, tu n'es qu'une traîtresse, Élodie. Le juge a frappé un coup de marteau. Asseyez-vous, Madame Hamilton. Immédiatement. Léa s'est rassise, mais le vernis craquait. Ses lèvres étaient pincées. Ses ongles tapaient nerveusement contre la table. Son avocat lui murmurait des choses furieusement, mais la panique dans ses yeux s'était déjà propagée. Le juge a pris une inspiration et l'a regardée directement. Madame Hamilton,
sur la base des preuves soumises et du témoignage fourni, je trouve vos déclarations calomnieuses dans leur intention et préjudiciables dans leur effet. Vous avez publiquement diffamé M. Hamilton avec malveillance et sans preuve. Il marqua une pause. Vous devrez publier une rétractation formelle sur toutes les plateformes où ces messages ont été faits. De plus, vous êtes condamné à verser à M. Hamilton 18 000 € de dommages et intérêts pour diffamation. La bouche de Léa s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Élodie et moi avons croisé nos regards pendant une seconde. C'est tout ce qu'il a fallu. Léa avait joué la victime, mais dans cette salle, la vérité s'était présentée avec les preuves à l'appui. Toujours là? Lâchez un pouce bleu sur la vidéo, ça aide énormément. C'était 3 jours après le verdict quand Lucas m'a appelé. Mec, a-t-il dit, déjà à moitié hilar, tu ne vas jamais croire ça. Je me suis calé dans mon fauteuil, remuant les glaçons dans mon verre. Dis-moi tout. Léa envoie des messages à tout le monde. Des vieux potes de fac, des voisins, même à ma femme. Elle demande de l'argent. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? On ne peut plus sérieux. Elle dit qu'elle a besoin d'aide pour régler un malentendu juridique. C'est comme ça qu'elle l'appelle. J'ai expiré lentement. 18 000 €, ça doit paraître beaucoup plus lourd quand on n'a plus d'avocat pour nous murmurer des bêtises à l'oreille. Lucas a ricané. Il paraît qu'elle a pris un job pour débarrasser les tables dans ce petit café au coin de la rue de la République et de la rue Victor Hugo. Tu sais, celui avec les menus à l'ardoise et les muffins trop chers? Oui, ai-je dit, c'était son endroit préféré pour le brunch. Maintenant, elle nettoie les banquettes. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas ricané. J'ai juste laissé le silence durer une seconde. Puis j'ai dit, c'est à ça que ressemble la liberté. Lucas a sifflé. Mec, tu as de la glace dans les veines. J'ai secoué la tête. Pas de la glace, juste de la clarté. Il a marqué une pause. Est-ce que tu te sens mal, parfois? Même juste un peu? Bien sûr, ai-je répondu, à l'époque où je pensais qu'on avait quelque chose de réel. À l'époque où je restais éveillé la nuit à me demander ce que j'avais fait de mal. Et maintenant? Maintenant, je sais que je n'ai rien fait de mal. J'ai juste fini par arrêter de payer pour les erreurs des autres. La conversation a dérivé sur le sport et les projets du week-end, mais cette partie est restée gravée en moi bien après la fin de l'appel. Parce que le karma ne se manifeste pas toujours par un éclair ou un gros titre dans le journal. Parfois, c'est juste un seau, une serpillière et un tablier en polyester. Plus tard cette nuit-là, j'ai croisé Jason et Claire, des amis communs, dans une librairie du centre-ville. On a discuté brièvement, des sourires polis et les banalités d'usage. Puis Claire a baissé la voix. Léa m'a appelé la semaine dernière. Sa voix était différente. Jason est intervenu, désespéré. Elle a laissé entendre que tu la faisais souffrir exprès, a dit Claire avec précaution. Elle voulait qu'on te parle. Je suis resté silencieux un moment, feuilletant un livre pour garder mes mains occupées. Puis j'ai levé les yeux. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai écouté. Je lui ai laissé de l'espace. Je suis resté calme pendant qu'elle traînait mon nom dans la boue. Je lui ai donné la liberté qu'elle demandait. Jason a hoché la tête lentement. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a tout brûlé, ai-je dit. Maintenant, elle veut que quelqu'un d'autre ramasse les cendres. Claire n'a pas répondu tout de suite. Puis, avec un petit soupir, elle a dit, c'est triste. Peut-être, ai-je répondu, mais c'est aussi juste. Et c'était la pure vérité. Léa avait fait ses choix, et la liberté sans responsabilité, ce n'est rien d'autre qu'un auto-sabotage dans une jolie robe. C'était un jeudi après-midi quand Élodie et moi nous sommes arrêtés au café. Pas pour faire un scandale, pas pour se montrer, juste pour un café, pour fêter quelque chose, pour tourner la page. L'endroit était calme, le creux du milieu de service. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, attrapant des poussières en suspension. Une chanson indie douce passait en fond sonore, quelque chose au piano avec beaucoup d'espace entre les notes. Nous sommes entrés main dans la main, sans se presser, sans faire semblant, juste nous. J'ai tenu la porte pour qu'Élodie entre. Son rire flottait encore dans l'air suite à une blague dont je ne me souvenais déjà plus. Elle portait une veste bleu clair et ce sourire serein qu'elle ne montrait que lorsqu'elle n'essayait d'impressionner personne.
On était à mi-chemin du comptoir quand je l'ai vue. Léa, penchée sur un seau de nettoyage près de la banquette du fond, frottant une tache sur le sol comme si elle l'avait insultée. Ses cheveux étaient attachés, pas de maquillage, pas de public, juste elle. Elle a levé les yeux au son de la clochette de la porte. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, elle n'a pas scié, n'a pas grimacé, n'a pas dit un mot, elle est juste restée là, immobile, serpillière à la main, nous suivant des yeux, Élodie et moi, comme si elle regardait une version alternative de la vie qu'elle pensait toujours pouvoir contrôler. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas fixé. J'ai simplement fait un petit signe de tête, calme, respectueux, et c'est tout. Élodie l'a remarqué mais n'a rien dit. On a commandé 2 cafés, on s'est assis près de la fenêtre, et on a parlé de tout sauf d'elle. Des livres, des voyages, de la question de savoir si la cannelle a vraiment sa place dans un café froid, de toutes ces choses qui remplissent les poumons quand on finit enfin par expirer tout le poids que quelqu'un d'autre nous avait laissé sur le dos. Léa est passée une fois pour essuyer une table près de la nôtre. Ses yeux restaient bas. Pendant un instant, je me suis demandé si elle voulait dire quelque chose, une excuse, un soupir, un plaidoyer, mais elle ne l'a pas fait. Et ce silence en disait plus long que n'importe quel discours. Parce que cette fois-ci, elle n'était plus la maîtresse de la pièce. Elle ne faisait qu'y exister. Au moment de partir, Élodie a repris ma main. Son pouce a caressé le dos de la mienne. C'était étrange, a-t-elle chuchoté une fois dehors. Quoi donc, ai-je demandé. Voir quelqu'un réaliser qu'il a construit sa propre solitude. J'ai hoché la tête. La liberté n'est pas une arme. L'amour n'est pas un jeu. Et tourner le dos à la loyauté semble courageux jusqu'à ce qu'on se retrouve à passer la serpillière en regardant la vie défiler devant sa table. Nous avons quitté le café avec nos gobelets chauds, le cœur léger, sans aucun besoin de regarder en arrière. Pas par fierté, mais par paix. Et c'était la fin de l'histoire. Vous avez vu ce qu'Élodie a fait. Elle s'est levée dans une salle pleine de monde, s'est opposée à son ami et a dit la vérité quand c'était nécessaire. J'ai repensé à ce moment plus d'une fois.